tous les dimanches, 1h, 2h. Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux qui sera consacrée au dossier de la mise sur pied de la force haïtienne de défense, la constitution et la diplomatie avec le dossier vénézuélien. Nos invités, le député Jerry Tardieu de la circonscription de Pétionville, le ministre de la Défense, M. Hervé Denis, et Éric Gaillard, spécialiste des questions en administration publique, qui opinera notamment sur la position affichée par Haïti dans le cadre du dossier vénézuélien. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous suivez l'émission Enjeux. Nous avons avec nous comme invité aujourd'hui l'honorable député Jerry Tardieu de la circonscription de Pétionville. Honorable député, bonsoir. Bonsoir, Rothschild François Junior. C'est pour moi un grand plaisir d'être l'invité de l'émission Enjeux. Ça fait quelques jours que nous avons essayé de fixer rendez-vous ça et puis finalement, et c'est mon premier passage à Enjeux, donc pour moi c'est un plaisir que d'être ton invité aujourd'hui. Alors, Jerry Tardieu, donc vous êtes le député de Pétionville, vous faites partie quand même de cette commission qui a été constituée au niveau du Parlement pour travailler sur le processus de réforme constitutionnelle. Et est-ce qu'on peut dire que le projet avance? Oui, on peut dire que le projet est bel et bien lancé, parti. Tu l'as dit, je suis le président d'une commission spéciale sur l'amendement de la Constitution à la Chambre des députés. C'est une initiative prise par notre corps pour nous assurer que le processus d'amendement soit mené et à terme dans des bonnes conditions, et pour qu'il le soit, il faut qu'il commence très tôt. C'est pour ça qu'il y a 9 membres activement engagés et dans le travail de cette commission, dont moi, le président, votre serviteur Jerry Tardieu. Il y a aussi les députés Myriam Amilcar, Price Cyprien, Raymond Rival, Jacob Latortu, Daniel Létan, le vice-président Louis-Marie Bonhomme, et le secrétaire rapporteur de la commission, le député Ronald Etienne. Donc, notre mission, c'est d'engager une consultation nationale avec tous les secteurs de la société pour avoir leur opinion sur les questions d'amendement. L'amendement, vous le savez, est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Parce que ça fait 30 ans, presque jour pour jour, que nous avons décidé de dire oui à la Constitution de 1987. Mais ça fait 30 ans aussi que cette constitution, elle est tantôt bafouée, tantôt désavouée, tantôt malmenée, tantôt déifiée, tantôt diabolisée. Et nous en sommes arrivés à un moment en tant que peuple à un carrefour, il faut faire une sorte de bilan de cette constitution. En fait, une constitution n'est que le reflet des besoins d'un peuple et d'une société et d'un pays à un moment X de l'histoire. Nous sommes à un moment Y de l'histoire. Donc, avec les 9 commissaires et que l'Assemblée a mandaté pour mener cette mission, je pense que nous sommes bel et bien partis. Alors, quelle est la méthodologie qui sera utilisée par vos autres membres de cette commission pour aboutir à atteindre vos objectifs? La méthodologie est double. D'abord, d'un point de vue technique, nous allons recueillir les avis d'experts, de juristes, de constitutionnalistes, d'économistes, de sociologues, d'historiens et de toutes les compétences qui sont nécessaires lorsqu'on analyse la question constitutionnelle. Mais de notre côté, nous allons aussi avoir un aspect, je dirais, citoyen. Nous allons avoir des caravanes qui vont nous mener dans les 10 départements pour consulter les associations, les collectivités territoriales, les maires, les CASEC, les ASEC, de telle sorte que le fruit de notre travail soit vraiment un travail non seulement intellectuel, mais aussi un travail de terrain. Et nous n'avons aucune idée reçue ce que nous recueillerons de la population en termes de désidérata, d'impression, de vision, d'opinion sur la Constitution. C'est exactement ce que nous allons reproduire fidèlement sur le rapport que nous allons remettre à l'Assemblée parlementaire dans 20 mois. Puisque la mission, l'agenda de la Commission s'étale sur une durée de 20 mois. Alors, vous avez présenté l'autre jour un agenda de travail. Est-ce que cet agenda sera respecté? Donc, on peut dire que le processus sera lancé ce mois-ci, Jerry Tardieu. Absolument. Nous avons eu une réunion de travail pas plus tard que hier matin.
nous avons pu confirmer l'agenda, nous avons pu confirmer les différentes étapes du processus que nous avons enclenché. À la fin de ce mois, nous terminons ce qu'on appelle la démarche conceptuelle, c'est-à-dire celle de finaliser la consultation de tous les documents, les rapports qui ont été préalablement élaborés par des experts pour avoir une très bonne idée au sein de la commission des problèmes, des failles, des mécanismes de la Constitution. Ensuite, nous allons commencer avec la consultation institutionnelle. Ça veut dire que nous allons travailler avec les institutions de ce pays. Nous allons travailler avec l'exécutif, nous allons travailler avec les organes déconcentrés, les institutions autonomes, nous allons travailler avec des corps comme le Conseil électoral provisoire, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la Police nationale d'Haïti, la Banque centrale, en fait, toutes les entités de l'État qui auront un mot à dire dans le processus, je dirais, et d'amendement. Voilà, grosso modo, pour les 6 prochains mois. Ensuite, nous allons continuer avec les consultations sectorielles. Ce seront maintenant autour des différents secteurs. On va leur donner la possibilité de nous faire valoir comment ils voient la question d'amendement. Secteur vaudou, catholique, protestant, baptiste, académique, privé, paysan, syndical, et j'en passe. Ensuite, nous allons avoir des ateliers de restitution dans les 10 départements. Et c'est là que nous allons avoir la réceptivité, la réception et le feedback des collectivités et des coins les plus reculés. Voilà, grosso modo, l'agenda qu'on s'est fixé, et il y a du temps puisque la durée du mandat est de 20 mois, mais lorsqu'on regarde l'ampleur des travaux à accomplir, on préfère commencer très vite. Alors, ça démarre quand ? On a déjà commencé puisque les 2 premiers mois sont 2 mois dédiés à la consultation des rapports, des études sur l'amendement de la Constitution. Et nous avons aussi des rencontres avec certains techniciens, certains experts, certains constitutionnalistes. Donc, on est en train de rentrer dans le vif du sujet. Techniquement, conceptuellement, s'approprier du sujet, bien être imbu des mécanismes, des articles, des irritants, des liens. Et je pense que nous faisons un bon travail. Et j'ai réalisé hier, à la fin de notre réunion, que tous les commissaires sont vraiment engagés puisqu'ils ont fait leur devoir de maison et les discussions se passent à très haut niveau. Est-ce qu'on peut dire que, donc c'est confirmé, la Chambre des députés ne compte pas dicter sa loi dans le cadre de ce processus, mais vous allez vraiment vous mettre à l'écoute de la population, des différents secteurs de la population pour aboutir à ce travail, député Tardieu? Si la Chambre des députés s'arrogeait le droit de dicter à la nation, à la société, ce qu'elle estime être la meilleure des formules au niveau de la Constitution, ce serait un crime de lèse-patrie. Ce ne serait pas sérieux de notre part. Et le député Jerry Tardieu, votre serviteur, ne serait jamais partie prenante d'une telle initiative qui est non démocratique et vouée à l'échec. Moi, j'ai accepté la présidence de cette commission, entre autres parce que je sais que dans la vie, je suis un homme de passerelle et de dialogue. Et que je sais qu'à travers mon entremise, je vais faire tous les efforts, ainsi que les autres commissaires bien sûr, et moi en particulier, pour mettre tous les secteurs autour de la table. Donc je donne la garantie à toutes celles et ceux qui m'écoutent à l'émission Enjeu que le processus sera transparent, fiable, sérieux et professionnel du premier au dernier jour. Alors, concernant les membres de cette commission constituée au niveau de la Chambre basse, les commissaires, est-ce que vous avez le même point de vue sur la Constitution? Est-ce qu'il y a une certaine communauté de vues ou bien vous avez des points de vue différents concernant ce qui devrait se passer au niveau de cette Constitution? Est-ce qu'on va vers un amendement? Est-ce qu'on va élaborer une nouvelle Constitution? Est-ce que c'est pas uniforme chez vous, non? Bon, nous sommes une assemblée politique. Automatiquement, sur 119 députés, on peut facilement trouver avec certaines nuances 119 positions, surtout qu'on est en Haïti. Mais au niveau de la commission, je dois dire que la grande majorité des membres, peut-être 8 sur 9, sont sur la même longueur d'onde en termes de la vision qu'ils ont de l'amendement de la Constitution. En grande majorité donc, nous sommes conscients qu'il y a un besoin d'un amendement sérieux. Nous sommes conscients que la Constitution nous donne les voies et moyens et les mécanismes à suivre pour amender la Constitution. Et nous sommes très sensibles aussi à l'article 284.4 qui dit que aucun amendement ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'État. Ceci dit, nous n'avons pas aussi l'intention de faire marche arrière si après les études nous voyons qu'il faut toucher presque tous les articles de la Constitution. On ne se donne aucune restriction, aucun recul, et on va faire cet exercice dans la transparence. Vous serez invités à suivre avec nous, vous de la presse.
de façon régulière, nous aurons des points de presse. Lorsqu'on rencontrera les secteurs, on aura des points de presse communs. Donc, la nation sera informée de ce qui se dit, de ce qui se discute au sein de cette commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Parce que là, la question de la transparence sera absolument nécessaire. Donc, c'est vital pour un processus sérieux, parce qu'on a vu ce qui s'est passé lors des amendements enregistrés sous l'administration de René Préval. Et donc, un processus qui pratiquement s'est écrasé sur le poteau, donc avec beaucoup de contestations, etc. Jusqu'à présent, on paie les frais de cette situation, directeur Dieu. Oui, on paie les frais de cette situation, puisque jusqu'à présent, il y a des éminentes autorités de ce pays, des personnalités reconnues comme étant très sérieuses, qui ne reconnaissent pas les amendements et qui estiment que nous vivons toujours sous l'emprise de la Constitution de 1987. Eh bien justement, Rothschild François Junior, c'est pour éviter de tomber de nouveau dans ce type de problème où les amendements se font à la dernière minute, les travaux se font à la dernière seconde, des fois à la cloche de bois, au vu et au su de tout le monde, devant les caméras du monde entier. Il y a des amendements, des articles qui sont révisés, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des amendements publiés en français et non en créole. Il y a des sérieuses carences dans ce qui s'est passé au niveau du dernier processus d'amendement. C'est pour cela qu'il nous faut commencer très tôt pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Donc là, on a la garantie de la Chambre des députés, le travail sera fait. Et une question, il y a des gens qui disent, je dis, Parlement a pile pouvoir. Donc la Constitution a été faite, tu devais retirer le pouvoir d'un président, voir ce Parlement. Mais vu ce qui s'est passé notamment dans le cadre de la formation de gouvernement, il estime que vraiment le Parlement vient le pouvoir aujourd'hui en Haïti. Est-ce que si d'aventure, tu as gagné des propositions qui faites justement pour nous aboutir à respect du principe de la séparation des pouvoirs, est-ce que nous-mêmes dans la Chambre, on pensait que nous pas aucun problème pour nous voter une telle demande de la part de la population? Donc, s'il t'a figuré dans ce qui va passer au niveau du processus là. Dans la mission que nous baillons tête, nous, Rothschild François, nous pas jamais penser à une seconde pour nous faire exercice ça, pour nous bailler tête nous plus pouvoir. Parce que si pour nous faire le comme ça, c'est décrédibiliser, nous décrédibiliser tête nous devant la société. C'est décrédibiliser tête nous devant le peuple qui a regardé nous. Moi, je pense, d'après tout ça, au ban comme mandat, d'après toute conversation que je fais avec le président Charles de Chancy, d'après la première réunion que je fais au niveau commission, nous étions ouverts. Tout ça, nous avons identifié comme étant des problèmes, des contraintes, des lacunes, des passifs à la fluidité du fonctionnement de l'État central. Eh bien, je pense que nous n'avons pas obligé de rien. Donc, c'est pour aller, au contraire, il y a une façon pour 50e législature à faire l'histoire, pour montrer que il n'est pas tellement intéressé par les avantages mais elle plus intéressé par le fonctionnement pays, puisque il faut une modernité dans la gouvernance pays pour nous capables de joindre la modernité que nous avons cherché dans construire un pays, côté tout le monde vivre plus bien, côté institution plus bien marcher. Donc, principe de la séparation des pouvoirs, donc ne pas transiger sur lui dans le cadre de ce processus d'amendement. C'est un sujet qui est plus compliqué que j'aimerais aborder dans la rue. Pour qui ça? Parce que nous choisissons un système politique, un système qui mettait le Parlement au cœur du pouvoir. Nous disons comme ça que chef gouvernement, c'est un dans majorité qui n'a deux chambres sorti. Et si c'est pas une majorité qui n'a deux chambres, c'est un ensemble de partis qui forment un groupe majoritaire. Donc automatiquement, on va bien une situation côté que le premier ministre étant l'émanation du Parlement, c'est tout à fait normal que ministre dirigeant qui va joindre un pouvoir ça, il va refléter l'affinité qui est dans le Parlement. C'est même Jean-Jodi François Hollande, président de la France, une majorité de gauche dans l'Assemblée nationale là. Eh bien, puis fort ministre, c'est la majorité ça sorti. En pile là-dedans, c'est députés eux-mêmes, ou bien en pile là-dedans, c'est des ministres réputés proches des députés socialistes. Donc, c'est ça. Maintenant, ça, il n'y a pas de problème là-dedans, parce que ça n'a pas empêché que les parlementaires de l'opposition doivent frapper puis l'on va mal marcher. Ça n'a pas empêché tout que certains députés de la majorité fassent travail du contrôle de l'exécutif. Pas quoi là ces problèmes. Cependant, si ça devait être la norme que ou gagne un parlement qui a recommandé des gens qui pas à la hauteur, qui pas qualifié, qui pas qu'à gérer, qui pas qu'à gouverner et que relation de nature collusoire ça que a dénoncé lui-même sont facteurs de d'instabilité, de régression. À ce moment, on vient jouer dans une situation atypique que nous devons continuer de dénoncer, que nous devons dénoncer. Mais pour le moment, sous fonctionnement du système là, je pense que Jean Devlé là, Jean Constitution Bali, c'est tout à fait normal qu'on vienne un type
de situation. Ça. Autre sujet d'actualité, député Jerry Tardieu, la question vénézuélienne qui fait l'actualité au niveau de la région. On a eu l'OEA qui souhaite que les sanctions soient appliquées contre le gouvernement vénézuélien en raison des dérives démocratiques. Vous avez vu quand même cette prise de position exprimée par l'ambassadeur d'Haïti, très forte, une forte prise de position d'Haïti au niveau de l'OEA pour critiquer l'organisation des États américains. Et on a vu cette semaine aussi plusieurs parlementaires qui ont applaudi la démarche du gouvernement haïtien. Est-ce que vous-même, vous êtes sur cette même fréquence, Jerry Tardieu? Bon, merci pour la question, parce que en général, le député que je suis, je reçois beaucoup de questions sur la politique nationale et jamais de questions sur la politique étrangère. Donc, ou bonne opportunité pour me capable, disons, sous comment moi, question vote Haïti dans l'OEA par rapport à dossier Venezuela. Et moi, j'étais des ambassadeurs dans l'OEA et qui te défendent position Haïti, et mais qui ça me pensait sous question. D'abord, qui te me commencer à dire que politique étrangère en pays doit chita sous des bagailles fondamentales. Et le concept de l'autodétermination des peuples. Ça veut dire nous-mêmes qui pour grandir la caille nous, qui pour décider ça nous voulait, ça qui bon pour nous. Ça est extrêmement important. Le concept de la souveraineté nationale. Ça veut dire en Haïti, c'est nous et nous seulement qui pour décider qui ça nous voulait, qui ça bon pour nous, qui ça pas bon pour nous. Cependant, pendant nous admettre ça yo, quand deux piliers d'une politique étrangère moderne, réalisme oblige, faut d'accord tout, que nous vivons dans un village globalisé, que nous vivons dans un système côté nous avons des relations privilégiées entre les uns et les autres. Notamment, sous un point cas Haïti, nous avons d'excellentes relations avec le Venezuela, mais nous avons d'excellentes relations avec les États-Unis tout. Venezuela, nous songeons comment l'histoire te fait nous marcher main en main, nous songeons Pétion avec Bolivar, nous songeons tout Fonds Petro-Caribé, nous songeons tout Chavez. Et nous sommes très reconnaissants de pour te coller ça que Venezuela bat nous pour aider nous dans des moments difficiles. Mais de notre côté, avec les États-Unis tout, nous avons marché main en main qui est important. C'est aux États-Unis que nous gagnons une communauté expatriée qui est plus importante. C'est aux États-Unis que nous gagnons près de 4 millions d'Haïtiens. Cap voyez comme tous les mois, c'est le gouvernement américain qui aide nous en support au budget national et dans pilote assistance technique. Donc, moi pense, Rothschild François Junior, que position haïtienne, position ambassadeur, l'était un petit peu, m'da capable dire, exagéré. L'était, moi pensé, dépasser sans nous tarreler le cadre des nuances diplomatiques. Parce que, en fait, la politique étrangère, la diplomatie bien comprise, elle n'est effective que dans l'équilibre, que dans les nuances, que dans la finesse. Parce que pendant qu'il y a un pile point que l'ambassadeur nous a fait qui est valable, on ne peut pas jamais oublier tout que de qui ça n'a parlé, c'est de la démocratie. De qui ça n'a parlé, son invalidation des pouvoirs d'un parlement. Donc, on a parlé d'une démocratie qui est en danger. Donc, pendant que nous sommes capables de faire abstention ou bien voter pour que Venezuela reste dans l'OEA, mais nous ne sommes pas nécessairement obligés de faire avec autant de zèle. Nous ne sommes pas obligés de faire avec, nous sommes capables de dire, autant de dureté. Parce que l'on fait ça, ou ferme un pile pote. Qui porte ou ferme? Il y a un sénateur américain qui est très impliqué sous le dossier, Marco Rubio, qui quand même sont membres influents de la Commission des Affaires étrangères. Qu'on le crivé Rothschild François Junior, pour avoir une discussion sous aide, sous assistance que les États-Unis t'a doué by Haïti dans le futur. Il l'a dit. Ah, il l'a dit. Bon, même Gonzalo. Il a dit que, il dit que, bon, Haïti fait attention parce que, Gampil Paul, cap parlé Washington, qui dit que, il n'y a pas le coupe aide, donc, capable de difficulté pour me défendre, non. Donc, auprès de l'administration tout plein, si vous allez dans la direction ça. Ça veut dire que il y a abondé dans le sens, et côté m'avancer. Et, il est dommage, parce que, en politique étrangère, en diplomatie, en relations internationales, faut toujours essayer de faire la balance et l'équilibre. Je pense que cette fois-ci, nous avons, je pense, raté l'opportunité peut-être d'adopter une posture qui, d'un côté, respecte la démocratie, les principes démocratiques, puisque nous sommes une république et que nous anticipons, nous ambitionnons de donner l'exemple. D'ailleurs, comme le premier peuple noir indépendant de la région et comme une nation, une société, un pays qui ambitionne à vivre libre à tout jamais. Donc la question de la liberté, du respect des institutions, de la construction démocratique doit être une valeur à toujours préserver par nos dirigeants sur la scène nationale et internationale. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, je pense que, eu égard, je dirais,
à l'aide, à l'assistance, au support et à la solidarité du peuple vénézuélien pour Haïti pendant les 200 dernières années, nous pouvons très facilement endosser, assumer une position de support au niveau de l'OEA, mais faut-il bien que l'on a fait là, nous mettons une nuance, nous dosons une nuance pour nous dire oui, mais. Le oui, mais en diplomatie est la chose la plus importante. Donc, on pense effectivement que l'autorité haïtienne, ambassadeur, quand même, il n'est pas qu'à parler pour contre lui. Donc, tu as dû nuancer position sur cette question sensible, vu que vous avez en face quand même l'administration Trump. Ou bien l'administration Trump, ou bien les États-Unis d'Amérique, ou bien le Congrès américain, ou bien Rex Tillerson, secrétaire d'État, ou bien tout haïtien, ou bien américain d'origine haïtienne qui vivent là-bas, ou bien tout le tissu des relations économiques, sociales, culturelles qui gagnent tout même à pays ça. Donc, faut prendre ça en considération tout. De notre côté tout, ou bien tout ça construit de positif avec Venezuela, c'est pour ça que je parle de oui mais. Ça veut dire que je n'ai pas aucun problème pour anticiper une position et j'ai une position haïtienne par rapport au maintien du Venezuela au sein des pays de l'OEA. Je pense que ça va de soi et ça peut se comprendre, ça peut s'articuler. Côté moi regrette et côté mon petit gens pas à l'aise là, c'est que nous, j'aime penser franchir le Rubicon. Et m'a dit un bagay, Rothschild François Junior. Souvent, dans le jeu international, alliés, ou qu'on a des positions extrêmement difficiles, et gen alliés qui comprennent, oui, que ou pas qu'à marcher avec eux. C'est dans la façon qu'on peut le faire là, qu'on peut le canal communication ouvert, qu'on peut quitter porte là ouvert. Je pense que nous devons très aisément, très facilement, très poliment expliquer les États-Unis d'Amérique que sous dossier ça, vu les conjonctures, vu les circonstances, vu les implications, nous ne pouvons pas caler nous avec. Cependant, nous avons dit tout que nous mettons pinga parce que nous avons regardé de très près pour respecter l'institution parlementaire de toute Amérique là, y compris au Venezuela, et nous avons dit tout que position ça il va remettre en cause les bonnes relations entre Haïti et les États-Unis d'Amérique. On sait que la diplomatie, c'est la chasse gardée du président de la République, de l'exécutif. Est-ce que, quand même, vous pensez que l'exécutif, là, a dû faire un petit travail dans ce sens-là, directeur Dieu, sur la question vénézuélienne? Bon, naturellement, la politique étrangère est le précaré du président de la République. Il y a un nouveau chancelier qui est très expérimenté. Il y a certainement des balises, il y a des feuilles de route, il y a des directives qui prennent le bail. Moi, j'ai été convaincu que le président Jovenel Moïse comprenne comment il y a un monde moderne et qui intègre, bien comprendre les questions de relations internationales, que il va faire choix d'une diplomatie capable de moderne. Moderne dans le sens que sont un mélange d'économie. Ça veut dire que consulat avec ambassade, il pas seulement des points de chute d'Haïti à l'étranger, mais il activement travaille pour essayer de joindre et mettre en contact, en communication des agents économiques, des investisseurs et de pays côté OEA avec Haïti. Et il y a là tout pour faire valoir l'image positive d'Haïti, de telle sorte que Haïti redevienne une destination touristique fréquentée et redevienne un pays où il fait bon investir pour les grandes entreprises étrangères, les petites et moyennes entreprises même, puisqu'au fond nous sommes ouverts en Haïti à recevoir tout le monde. Vous venez ici, vous venez dépenser $1,000, vous venez dépenser $1 million, nous-mêmes en Haïti, nous toujours accueillir les bras ouverts. Député directeur Dieu, il y a la question du renouvellement du TPS qui arrive aussi. Donc, est-ce que nous avons quelques parlementaires américains qui commencent à demander pour renouveler le TPS là, dont Mialov qui est d'origine haïtienne? Est-ce qu'au niveau du Parlement, nous sommes capables de ouvrir des canaux avec le Congrès américain pour nous faire lobby justement pour permettre que renouveler le TPS là? Pour nous donner sur question diplomatie à tout. Bon, au niveau diplomatique et au niveau de la diplomatie parlementaire, et canal est différent. Moi-même, moi, c'est président et groupe d'amitié Haïti-France et au Parlement haïtien. Je suis capable de dire que j'ai des relations très proches avec un pile député français. Donc, il y a des fois pour nous faciliter des projets entre deux pays, pour nous faciliter des initiatives positives d'un côté comme de l'autre. Et moi-même, quand je mettais poids, ou bien député groupe d'amitié Haïti-France ou à l'Assemblée nationale française mettait poids. Mais nous toujours fait, nous capables de dire, pas informellement ou officieusement, non, mais nous toujours fait dans le respect de l'autonomie des parlements et des gouvernements à décider. Et mon pas j'aime vraiment monter dans la télévision pour demander parlement américain pour faire telle route sous telle loi. Et seul bagage ouais que à travers contact moi, à travers réseau moi,
essayer travailler bataille pour mettre Jean-Jacques pour que Haïtiens joignent et satisfaction et l'autre bois c'est comme ça me concevoir que diplomatie parlementaire. Autre question, Thierry Tardieu, le dossier de l'armée qui refait surface. Selon tous les sondages, tous les Haïtiens sont d'accord pour une remobilisation des forces armées d'Haïti. Bon, le gouvernement parle de forces de sécurité. Est-ce que vous adhérez à un tel projet, Thierry Tardieu? Bon, on connaît que le n'a analysé question amendement constitution, nous avons un champ thématique triple. Ça veut dire nous regardons des questions régime politique, nous regardons des questions gouvernance administrative et nous regardons des questions problèmes spéciaux. L'armée d'Haïti fait partie des problèmes spéciaux, même genre avec nationalité, même genre avec harmonisation du temps électoral et du temps politique, etc. Donc, il pourra faire l'objet de grandes discussions et nous pourrons parler avec tout monde, tout acteur, toute entité, tout le monde qui concerne eux. Et je pense que c'est de là que peut-être nous fait nos meilleures idées et de côté nous voulons aller avec question. On va comprendre nous que comme président et commission spéciale sur amendement constitution, moi peut-être une certaine réserve pour ne pas exprimer dans la presse une opinion personnelle, simplement pour ne pas avoir l'impression que m'a glissé et commission, ou bien m'a orienté commission, ou bien commissaire, ou bien société, et non sens, ou bien dans l'autre, mais assurer que le dossier ça va faire l'objet de toutes nos préoccupations et d'analyse minutieuse, sérieuse. Mais c'est décidé par le gouvernement en place. Il y a une feuille de route qui a été donnée par le président Jovenel Moïse au ministre de la Défense Hervé Denis, donc pour mettre sur pied cette force de sécurité en Haïti le plus rapidement possible. Bon, eh bien, c'est déjà un signe très fort, dont on doit prendre acte. Et donc, ça voudrait dire que si au niveau de l'exécutif, il y a une volonté d'aller dans ce sens-là, eh bien, il nous faudra prendre acte qu'il y a cette volonté. Et ça devrait être consigné dans le rapport que nous allons faire. Et comme nous ambitionnons dans un temps de pouvoir nous asseoir, notamment avec l'exécutif, pour pouvoir accorder nos violons et offrir un exemple de patriotisme solidaire à la société, et nous espérons que dans 15 à 16 mois, lorsqu'on s'assera avec le gouvernement, eh bien on pourra ensemble décider et des meilleurs amendements, des dispositions à prendre et des institutions à garder ou à retirer de la Constitution. Le citoyen Thierry Tardieu est pour ou contre le retour de l'armée? Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, parce que si je fais ça, je fausse le débat. C'est malheureusement la position extrêmement embarrassante et gênante qui est la mienne comme président de la commission. Il y a des fois, bouche me gratte et moi, vide mon bagage et puis obligé de dire, faut pas jamais oublier ce président de la commission. Mais ça veut dire, en acceptant cette tâche, et je fais fi de la liberté qui est la mienne de m'exprimer, je dirais, et à tout bout de champ sur tous les articles de la Constitution, et bien que je garde jalousement ma prérogative et lorsqu'arrivera le temps des discussions de faire valoir du haut de la tribune de la Chambre des députés mes positions sur certains articles et sur certains dossiers qui me sont chers, gagne une là-dedans, je suis capable de lire puisque m'écrit sous lui, donc ça c'est de notoriété publique que moi-même bral bataille pour que dans la réforme constitution nous gagnons des parlementaires élus à l'étranger qui pourraient représenter Haïtiens qui vivent dehors dans tous les pays qui ont une diaspora très forte. Cette diaspora est représentée dans l'Assemblée nationale de ces pays et c'est le cas pour la France, c'est le cas pour un pile l'autre pays, donc moi-même c'est une monde qui prend la bataille pour gagner et disons parlementaires qui représentent, on nous dit nous pouvons commander découpage à pied, mais on va dire les États-Unis, on a décidé de diviser les États-Unis en deux, un parlementaire ou un sénateur ou député représenter toute la zone du nord-est, le Tri-State Area, New York, New Jersey, Connecticut, etc. Et puis nous gagnons toute zone en bas avec la Floride et qui montait jusqu'en haut, Naples, Orlando, qu'on est un pile haïtien, West Palm Beach. Donc nous allons faire une identification de qui boit haïtien au Pinombo et puis le fini pour nous faire un découpage et pour nous faire une proposition de réforme et caler dans ce sens-là. M'assumer position ça. Merci beaucoup, député Thierry Tardieu, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Tout plaisir, c'est pour moi. Merci Rothschild François Junior. Je remercie les auditeurs et de l'émission Enjeu d'avoir prêté attention à ce que je disais. Je souhaite tout bon dimanche et que bon Dieu bénisse. Merci. Comme annoncé, le nouveau ministre de la Défense, M. Hervé Denis, est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de la constitution des forces armées d'Haïti ou des forces de sécurité. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir et je salue toutes celles et ceux qui s'intonisent l'émission Enjeu. Donc c'est avec grand plaisir que je répondrai aux questions de Rothschild. Alors, comment ça se passe pour vous, nouveau ministre de la Défense?
Bon, écoutez, c'est un nouveau défi que nous tâchons de relever avec toute la responsabilité qui nous incombe. Et je prends ça très au sérieux parce que quand même être ministre de la Défense, c'est d'être responsable de l'ensemble de la population haïtienne et aussi de nos responsabilités internationales. Je sais que vous dirigez un ministère qui n'a pas beaucoup de moyens quand même. Et tout à fait, nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais nous sommes, et heureusement il y a un document qui nous a été donné, une feuille de route, et évidemment cette feuille de route, une fois qu'on sera en plein dans l'accomplissement des éléments qui sont contenus, et nous aurons aussi les moyens appropriés pour pouvoir répondre à nos ambitions. Alors, Monsieur le Ministre, l'une de vos missions majeures, vraiment, c'est d'aboutir à cette remobilisation des forces armées d'Haïti, cette feuille de route qui vous a été donnée par le Président de la République et le Premier ministre Jacques Lafontaine. J'aime dire que l'une des missions, c'est de remettre sur pied une force de défense et de sécurité et en vue du développement durable du pays. De ce côté-là, cette institution-là est appelée à accompagner le gouvernement dans sa quête vers le développement. Et j'utilise très peu le mot armée, quoique ce soit constitutionnel, puisque la Constitution reconnaît l'existence de la PNH et des forces armées, mais je voudrais faire bien entrer dans l'esprit et la tête des gens que cette institution, c'est une institution de genre nouveau et qui doit bien sûr se bâtir sur ce qu'on avait dans le passé et prendre ce qu'il y avait de positif, laisser tout ce qui est négatif et aussi nous équiper de toute la modernité qu'il faut à une telle institution. Donc je parle souvent de forces de défense et de sécurité en vue d'un développement durable du pays. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé dans le livre blanc dont j'ai eu l'honneur d'être le vice-président. Et je crois que ce serait aussi l'occasion pour moi d'en impliquer certaines recommandations accompagnées évidemment et de la feuille de route qui nous a été donnée et par le Premier ministre et le Président de la République. Pourquoi ça dérange? On pourrait dire tout simplement les forces armées d'Haïti. Mais parce que les forces armées d'Haïti, ça apporte avec elles toute une cohorte, pour certains, d'émotions et que je voudrais un petit peu, j'ai pas peur de l'utiliser, mais c'est pour dire que c'est quelque chose de nouveau. Et je crois que le concept de défense est beaucoup plus large que force armée. Dans le concept de défense, nous avons des éléments nouveaux que nous introduisons, notamment associer la défense au développement du pays. D'ailleurs, l'une des premières unités avec lesquelles nous commençons, c'est le corps de génie. Et le corps de génie qui va être une force pour pouvoir lutter contre les catastrophes naturelles qui trop malheureusement et souvent nous frappent. Donc un corps médical, un corps de génie mécanique. Et en même temps, nous mettre l'emphase sur une formation professionnelle qu'on donne aussi à ces jeunes qui demain, s'ils ne veulent pas continuer dans cette institution, pourront trouver également un métier. Donc c'est également la lutte contre la contrebande et qui sévit à travers la frontière et à travers d'autres points du pays, notamment à travers la frontière. Vous savez, la contrebande nous fait perdre plus d'un demi-milliard de dollars par année. Donc c'est autant de tâches. Et je parle souvent de cyberterrorisme, de terrorisme, et c'est aussi des points peut-être qui peuvent paraître un petit peu anodins pour les gens qui n'y sont pas touchés. Mais nous avons des responsabilités régionales et internationales. Et nous sommes liés au système international de sécurité, donc nous avons une responsabilité. Et comme Haïti est très faible au point de vue structure, donc je crois que c'est un terroir très facile pour quelqu'un qui voudrait commettre n'importe quelle forme d'acte dans un autre pays voisin. Et donc tout ça, ça nous préoccupe. Donc vous voyez, je suis au-delà d'une simple force armée, je suis beaucoup plus pour une force de défense qui est un concept beaucoup plus large. Alors, Monsieur le Ministre, concernant cette feuille de route qui vous a été donnée par le Président, le Premier ministre, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'agenda de travail? Comment ça va se faire pour aboutir justement à la constitution de cette force de sécurité et de défense dont vous parlez, cette force armée? Évidemment, la feuille de route, il faut considérer c'est une orientation
de notre action. Et nous avons 2 documents sur lesquels nous travaillons actuellement. Un premier, c'est un plan d'action pour les 6 prochains mois, et parce que nous sommes dans un cadre budgétaire et qui ne nous permet pas beaucoup d'actions. Donc, nous allons nous en tenir premièrement à ce premier aspect. Mais plus largement, ce serait dans un plan stratégique pour les 5 prochaines années. Et ça va nous permettre à ce moment-là d'inclure les éléments de la feuille de route et afin de les rendre conformes un petit peu à ce plan stratégique. Maintenant, il y aura un échéancier. Nous n'allons pas commencer 2 jours au lendemain et vous voyez que la rue, on a cette force de sécurité, de défense. Non, nous allons avoir un échéancier, prioriser certaines actions par rapport à d'autres et au fur et à mesure, nous les impliquerons. Et j'imagine même ça devrait dépasser l'horizon des 5 ans puisque nous construisons sur le futur, sur le long terme et on ne joue pas avec des termes de sécurité et de défense. Nous prenons ça très au sérieux. Ministère vient de dire, on sait que pour remobiliser, en tout cas pour constituer cette force, il va falloir constituer un état-major. Est-ce qu'on a une idée comment ça va se faire au niveau de cette structure que vous souhaiteriez mettre sur pied assez rapidement, que le président de la République, il l'a dit lors de la campagne, il a répété récemment qu'il faut que le pays ait cette force de sécurité. Alors comment vous allez faire pour constituer cet état-major notamment? Et nous n'en sommes pas encore à l'état d'avoir un état-major. Je voudrais pas quand même qu'on ait beaucoup de chefs et puis pas d'Indiens, comprenez. Mais je pense que c'est beaucoup plus c'est une idée, c'est pas encore très confiné, mais peut-être que nous avons eu le livre blanc, peut-être qu'il nous faudra lancer une deuxième commission un peu plus restreinte qui pourrait être civilo-militaire pour impliquer, pour voir comment on pourra maintenant impliquer, n'est-ce pas, cette force. Je dois dire que sous une phase embryonnaire, l'institution existe, puisque nous avons le corps de génie, nous avons des soldats et des officiers qui sont là, nous avons d'autres qui sont en formation en Équateur, donc l'institution existe. Maintenant, il faut fortifier ce que nous avons. Nous avons 2 bases, et l'une à Gressier-Léogane et l'autre dans l'Artibonite, et nous allons les fortifier d'abord, leur donner vie, leur donner vraiment consistance, et ainsi au fur et à mesure nous en aurons d'autres qui pourront être installés, et évidemment donc ce sera sous un commandement. En attendant, nous pensons à une commission un peu mixte. Est-ce qu'on peut dire que on peut dire que cette force, elle s'est constituée au départ, notamment des membres du corps de génie, qui ont été formés en Équateur, et d'autres jeunes qui sont en formation dans les pays latino-américains. Est-ce qu'on peut dire que ce sera l'ossature de cette force de sécurité pour démarrer? Tout à fait. Et ça donne aussi une indication de notre volonté de vouloir aller vers le développement, vers les catastrophes naturelles, et équiper le pays, aider le pays dans ce sens-là. Ça donne clairement une orientation de ce que nous voulons faire. Donc, nous avons commencé avec M. Sao. Nous commençons déjà avec eux, et nous avons fortifié eux, et nous avons commencé aussi avec une unité sur la frontière aussi pour nous même contre la contrebande. Donc c'est ça qui est l'ossature pour nous. Mais quand même, pour nous démarrer, ça veut dire que un acte qui va le poser au niveau du gouvernement pour démarrer? Nous passons à toute une série d'actions auxquelles la presse sera conviée. Donc, nous titan. Pas comme un mois là. Oui. Mais nous travaillons d'arrache-pied. Mais mon équipe technique est en train de finaliser un document. Donc, bien sûr, nous avons commettre 2 ou 3 actions que nous avons invitées nous là-dedans. Donc là, on dit que nous avons commencé avec M. Sao, qui a formé au niveau des pays latino-américains. Mais pour les soldats, par exemple, comment ça va se faire? Mais eux là déjà. Eux là, il n'y a pas régimenté, il y a pas participé sur les commandements qui existent dans les travaux que nous avons mis. Mon plan là, même pas couvrir. Nous, mais son plan peut-être vers la grandance. Et pour nous, même, nous avons parlé d'abord avec mes supérieurs pour nous capables de mettre en application. Même tout ça. Est-ce que peut-être un délai pour nous capables pour dire, bon voilà, donc cette force, ça démarre? Oui, très prochainement, et nous avons commencé.
Très prochainement. Moi, échéancier me mettre sous pied. Mais faut m'a chercher les voies et moyens aussi. Pas oublier que me dire que moi dans en phase de faire un plan d'action pour les 6 prochains mois. Faut que action que m'a posée est en accordance aussi avec les moyens budgétaires que me gagne. Donc c'est ça que m'a travaille sous lui. Monsieur le ministre, nous connaissons que il y a un retrait progressif des forces de la MINUSTA qui pas le fait. Il y a qui suggéré est-ce que le ministère pas quitter base que gagne pour nous en province, justement dans le cadre mis sur pied de cette force de sécurité. Est-ce que cette question est à l'ordre du jour? En ce qui me concerne, oui. Mais MINUSTA a un plan pali, il a un premièrement équipement et on partit dans l'équipement MINUSTA, il appartenu aux Nations Unies qui lui-même a l'autre mission. C'est ce que Madame Honoré t'a dit nous l'autre jour dans une réunion que nous t'ai gagné dans la primature là. Donc parti ça peut-être il y a démobilisé vers d'autres missions que gagné. Mais également MINUSTA sont composites de plusieurs nations. Donc il y a deux pays qui gagnent base. Ça lui-même c'est son plan bilatéral que nous avons négocié pour nous et qui ça que capable quitter. Et il y a deux parties qui sont capables d'aller vers la police et puis pour nous-mêmes qui sont capables besoin là-dedans. Alors, nous connaissons qu'au niveau de la communauté internationale, il y a des pays qui étaient quand même frileux, qui pas vraiment souhaité que Haïti ait une nouvelle force de défense jeudi là, au regard de tout ça qui est passé avec l'armée. Et est-ce que nous avons dit que nous pas dit aval, mais coopération pays ça pour nous capable avancer en ce qui concerne cette force de défense, monsieur le ministre? Moi, je reconnais effectivement que il y a certaines résistances que moi-même m'étais dû à l'incompréhension. Et m'étais aussi dû aussi à une manque de croyance peut-être dans ça que communauté internationale là, lui-même li bâti en Haïti. Communauté internationale l'a bâti quand même une certaine stabilité dans ce pays qui nous a permis d'avoir au moins 3 gouvernements qui se sont succédés. Si on croit la donne, comme moi j'y crois, faut croire dans l'institution que nous avons bâti. Moi-même me dis haut et fort. Moi pas ouais qui monde qui t'a une folie qu'on y a là, qui t'a pensé à venir mettre une force, quelle que soit liée, que police ou bien que ce soit la nouvelle force de défense que nous voulons mettre sur pied. Que un chef qui t'a pensé aller à contre-courant de l'histoire, à contre-courant, voyez, de l'esprit démocratique qui sévit dans le pays. La démocratie s'installe, elle s'installe dans la durée, elle s'installe pour y rester. Et les institutions qui font ce pays doivent marcher dans ce sens. L'institution de défense, c'est Wally. En ce qui me concerne moi-même, je marche à contre-courant de l'histoire. Donc, évidemment, je ne suis pas toujours ministre de la Défense, mais moi-même, c'est garanti que je crois que le pays ça doit avancer et qu'il faut oublier les scories du passé. S'il y a des scories, évidemment, il y en a qui ont marqué les armées d'Haïti, mais ça, nous devons quitter le derrière de nous. Moi-même, je dis, si nous croyons ça nous fait dans le pays, il faut nous croire aussi dans l'institution qui a appelé à les maintenir. Et l'institution de défense, c'est Wallito, de même que la police. Donc, vous souhaitez que vraiment la communauté internationale la comprenne nous, marcher avec nous en ce qui concerne la mise sur pied de cette force de défense, ministre Hervé Denis? C'est ce que j'appelle de tous mes voeux. Et c'est chaque fois que moi, c'est ça me dit, quel serait le plus bel exemple pour la communauté internationale là, pour que ça le fasse? Ça le fait dans le pays comme stabilité, il est capable de baser sur des socles solides, que de nous accompagner dans cette démarche que nous faisons. Nous sommes ouverts, nous sommes un livre ouvert. Il faut nous gagner des principes. Yo même yo gagne habitude. Yo capable d'aider nous beaucoup plus. Et c'est pour cette raison bien content, je salue la coopération que l'Équateur bat nous et je salue la coopération que d'autres pays aussi bat nous. Et je crois que nous avons convaincu du bien fondé de ce que nous avons fait. Comprendre, faut nous pas oublier que le pays ça a quand même l'inné de façon spéciale. C'est un groupe de va-nu-pieds qui étaient des esclaves qui nous ont donné ce pays. Et c'est une force de défense qui bat nous. Peut-être l'armée indigène. Faut pas oublier ça. Faut aider nous aussi à donner une nouvelle vision de cette institution-là. Donc, il n'y a pas besoin de peur que, comme si nous parlons de force qui est capable de faire des actions, même gens, ça t'est passé sous l'armée, fait coup d'État, etc. C'est complètement ridicule et c'est complètement contre-courant de l'histoire que de croire une chose pareille. Moun qui a une velléité, moi-même déjà dit, si c'est haïtien, ou bien moun qui a voulu rentrer dans la force, moi-même comme ministre de la Défense, je dis plutôt le ton l'autre côté, il n'a pas besoin de rentrer dans la force. Donc, son force capable pour respecter les valeurs démocratiques. Tout à fait. Tout à fait.
Et ça, je le dis haut et fort. Il n'y a pas question que cette force marche à contre-courant de l'histoire. L'autre question, c'est sur le dossier des moyens. Il y a des gens qui disent, je dis, où ça que le gouvernement va puiser les fonds pour mettre sur pied cette force de défense dans le pays. Est-ce qu'on a dit que nous avons des moyens politiques, nous, je dis, nous connaissons que la situation économique est un peu compliquée? Très juste et très bonne question. Et faut regarder et création force là, une approche très dynamique. C'est-à-dire que actuellement Haïti est un pays qui a pas de moyens. Mais imaginez que si nous arrivons et quand nous arrivons à pouvoir et contrôler un peu mieux, contrôler complètement s'il le faut même, la contrebande qui s'est vers la frontière, c'est déjà au moins un demi-milliard de dollars qui vont rentrer dans les recettes de l'État. Quand nous arriverons à donner la sécurisation à une force de défense qui assure les gens, sécurise la communauté internationale, qui sécurise les investisseurs dans le pays, c'est autant d'argent qui vont rentrer dans le pays. Et l'État aura droit à sa quote-part et l'État dans son rôle souverain pour aller redistribuer. Donc moi-même, son homme d'affaires, job moi c'est allocation des moyens. Moi ouais dans une approche très dynamique que force lui-même il pas arrêter dans Haïti, pas arrêter dans l'Italie là. Le jour que nous capables arriver, la République dominicaine fait 5 milliards de dollars à travers le tourisme. Nous avons les mêmes plages. Plus si nous ajoutons la valeur culturelle et historique, nous avons un produit potentiellement encore plus solide que la République dominicaine. Mais pour nous faire investissement ça, il faut nous un climat sécurisé, faut nous sentir investissement protégé à travers ces institutions de défense et de sécurité que nous gagnons dans le pays. Donc là, ça va mener monde. Facilement, nous pouvons atteindre un objectif d'ici quelques années de 2 millions de touristes. C'est 2 milliards de dollars de plus dans le pays. Je n'ai pas besoin de 2 milliards pour me faire force de défense. Pour acheter équipement, etc., nous connaissons qu'en matière d'armes, il faut qu'il y ait une autorisation. Comment nous pas arriver à convaincre vraiment le secteur qui est réticent au niveau de la communauté internationale sur la question de la mise sur pied de cette force de défense, monsieur le ministre? Bon, premièrement, les questions très techniques d'ordre d'armes, moi, très prudent sur eux. Mais pas oublier que pas non plus c'est pas une institution qui pral gagner même qualité bail j'en noté gain yo zam nous beaucoup plus c'est des tracteurs voyez c'est des outils pour faire développer n'est-ce pas la question mécanique les questions d'ingénierie voyez évidemment il faudra un peu d'armes aussi mais je crois ça me quitter plutôt aux experts militaires qui pourront vraiment évaluer cela. Mais donc son force de défense cap là monte pas pour elle là oui même j'ai noté on est l'armée cap garantie sécurité etc. Donc c'est pas pour force cap omniprésente ça me carré sur dans la rue tout le monde a pour elle etc. Donc son force cap là non base etc. qui est capable d'intervenir comment ça va se passer? Très juste. Une force de défense la manière que nous la concevons c'est l'irrité dans base li besoin l'heure que il a besoin pour des besoins précis un désastre tout ça la sortie. Le rôle, c'est la police qui doit assurer la sécurité dans les villes. Donc, nous pas gagner pour nous. Même, c'est même pas une force qui devrait être armée dans les villes. Quand la marche dans la ville, quand l'un des membres marche dans les villes, il ne devrait même pas être armé. Son rôle, c'est d'être dans les bases. Qui ça nous a dit pour anciens militaires démobilisés qui quand même était toujours un espoir, je pense que capable de réintégrer en force. Est-ce que comment qui aménagement n'a fait dans ce sens ça pour vous, monsieur le ministre? Est-ce que nous parlons de ça? Bon, et l'armée, si ma mémoire est bonne, a été démobilisée dans les années 95. 95 à 2017, ça nous fait 27 ans. Et si ces militaires démobilisés avaient seulement 20 ans, maintenant ça a déjà l'âge assez avancé. Donc même penser que même des l'âge plus que ça, c'est l'âge de la retraite. Donc il ne faut pas penser que nous allons jouer une grande chose et grand nombre de monde qui pourront réintégrer cette force de défense. Toutefois, est capable d'un rôle que capable d'exercer certains membres et ça c'est au cas par cas qu'on pourra les évaluer et pourquoi pas puisque gain qui ont une formation déjà et si on est capable de servir et donc d'une manière ou d'une autre oui mais moi ce que ça me pensait c'est beaucoup plus à des jeunes et comme heureusement et notre population est très jeune et qui pourront intégrer cette force là.
Est-ce que nous avons une idée, par exemple, du nombre de membres de cette force que pour démarrer? Est-ce que nous avons démarré à 1000 personnes, 2000 personnes? Actuellement, nous avons à peu près déjà un peu plus d'une centaine. Et nous avons au moins 14 qui sont déjà en formation en Équateur. Bon, sans m'aventurer, parce que, encore une fois, je suis très prudent dans les voies et moyens. Même penser un effectif à peu près entre 200 à 500, c'est raisonnable pour commencer. Pour démarrer. Oui. Donc là, vous dites, nous avons deux bases, toujours, une Gressier et une petite rivière de la Tibonite. Tout à fait. Qui est là que nous travaillons très fort pour que nous rendions totalement fonctionnels. Chili peut aller bientôt. Est-ce que peut-être la priorité basée dans le nord? Et Chili va aller bientôt, effectivement. Donc, ministre de la Défense chilienne, t'es gain pour le venir. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai appris la nouvelle qu'il ne viendra plus, mais on a pu négocier toujours avec eux pour nous voir qu'est-ce qui est possible. L'autre question, et qui s'en a dit que je n'ai pas monté Fossa pour éviter une sorte d'instrumentalisation sur le plan politique qui fait de Fossa, force de défense, monsieur le ministre, est-ce que nous avons été des garde-fous, on ne peut pas parler pour le gouvernement ça aujourd'hui, hein, mais parce que si nous avons constitué une force, donc la force pour l'avenir, est-ce que nous pouvons mettre des garde-fous pour pas gagner aucune tentative d'instrumentalisation de cette force sur le plan politique? Bon, bah c'est les faits sont là. C'est-à-dire, toutes ces forces-là sont subordonnées à un pouvoir civil. Déjà, présence moi-même, comme civil au sein d'un ministère de la Défense, devrait être un facteur garantissant, qui donne une garantie. Donc, ça va être la marche à suivre. C'est-à-dire, toutes les forces de défense, que ce soit la police, que ce soit l'autre force qu'on appellera. Maintenant, c'est la Constitution qui nous demande de l'appeler Force armée d'Haïti. Demain, ça peut être la garde d'Haïti, ça peut être la gendarmerie. Mais cette force sera assujettie au pouvoir civil. Est-ce que nous espérons quand même un certain appui, coopération avec des pays puissants de la communauté internationale comme les États-Unis? Je connais que nous travaillons avec l'OEA sur la question de livre blanc. Est-ce que c'est ça sous table là? Oui, c'est toujours sous table là. C'est dans l'intention. Nous connaissons très bien que la coopération est toujours bienvenue. Et je pense que ça l'idée doit non moi-même comme diplomate, je pense qu'il doit faire suite à ce que la ministre a fait dans le pays. Donc m'a continuer, n'a prend bâton pèlerin nous pour nous sécuriser pour nous faire comprendre et que nous besoin faire aussi avec eux parce que une information que nous-mêmes nous avons bien enrichi et membres de leur expérience et de leur formation. Monsieur le ministre, concernant la police nationale, comment nous pouvons travailler avec la police nationale qui est sur place pour garantir la sécurité? Et si la police a un problème, nous fait appel à nous-mêmes, comment, qui mécanisme quand même que nous avons essayé de mettre sous pied pour faire ça? C'est une question peut-être sensible. Est-ce que nous avons dit que nous avons commencé cette force va voir le jour avant la fête de l'année? Vous connaissez une question difficile. Non, il est déjà là. Il est déjà fait. Quand ça dit senti présence, ça me carré. Bon, peut-être que nous pas besoin de présence, justement, là, dans base. OK? Et présence, et c'est plutôt quand il y aura des cas de catastrophe ou bien des cas pour protéger l'environnement. Ça, on verra avec mon collègue de l'environnement et quel est le rôle qui leur sera imparti. C'est dans les cas de protection, tout ça. Donc, après, mais, je ne pas croire que son force qui pourra le parader et pour après le montrer, comprendre moi, c'est une force armée pour bah, non. C'est une institution de gens nouveaux. Pour terminer, monsieur le ministre, quel message pour la communauté internationale, quel message pour Haïti, pour la population en général, les secteurs qui peut être un petit peu allergiques à la question de l'armée? Est-ce qu'un gros message pour aujourd'hui, pour capable rassurer concernant cette force de sécurité, cette force de défense, pardon, que nous avons mis sur pied au niveau de ce gouvernement et au quoi qu'on sûr que nous avons besoin vraiment appui de la communauté internationale, pas de blocage pour mettre sur pied force ça? Si nous pas besoin d'appui, m'a prenne en pile pour l'avenir de ce pays. Parce que le pays est encore très fragile. Et donc, nous avons besoin d'appui ça. C'est très indispensable. Si malgré tout, effort nous, il n'est pas fait, eh bien, nous avons fait parce que nous sommes des Haïtiens responsables et nous avons marché dans le sens de l'avenir de ce pays. C'est un avenir de paix. Haïti d'ailleurs est un bon pays guerrier. Et que pour ceux de nos compatriotes qui auraient des raisons légitimes parce qu'ils ont été frappés par la dictature et autres, et que d'ailleurs, c'est pas nécessairement l'armée, il y avait d'autres forces dans le pays. Okay. L'armée
instrumentalisé peut-être, mais c'était pas l'armée. Donc c'était pas en partie l'armée. Donc, mais pour tout cela, je leur dis, n'ayez pas de crainte. Allons dans le sens de l'avenir. Et le sens de l'avenir, c'est renforcer la Constitution, c'est renforcer nos institutions pour qu'ils soient au service du développement et de la paix. Et c'est moi, et c'est ça moi-même, moi, quoi. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Défense, Hervé Denis, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de la constitution de cette force de sécurité en Haïti. Merci beaucoup. Merci, et une fois de plus, j'en appelle de tous mes vœux, aussi bien à mes compatriotes qu'à ceux de la communauté internationale pour nous accompagner dans cette grande œuvre. OK? Merci. Merci beaucoup. Alors, comme annoncé, notre troisième invité aujourd'hui, Monsieur Éric Gaillard, qui est diplômé en administration publique de l'Université de Harvard aux États-Unis d'Amérique, qui a écrit un article sur le dossier du Venezuela. Éric Gaillard, bonsoir. Bonsoir, Rothschild. C'est un plaisir de te rencontrer, de te voir, surtout qu'on se connaît depuis des années. C'est un plaisir pour moi. Alors, Éric Gaillard, vous avez effectivement parlé de la position exprimée par Haïti en ce qui concerne le dossier vénézuélien à l'Organisation des États américains. Et pour vous, Haïti a fait un mauvais choix. Oui, pour moi, Haïti a fait un mauvais choix pour plusieurs raisons. D'abord, premièrement, si on prend un simple exemple, à part, si on veut reculer un petit peu, on prend l'aéroport du Cap-Haïtien, par exemple, qui porte le nom de Hugo Chavez. Un homme qui a été un dictateur, qui a dirigé le Venezuela pendant 11 ans, c'est anormal. Un président de la République, qui est un démocrate, qui est un républicain, ne peut pas garder le pouvoir pour 11 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On inaugure un aéroport au Cap-Haïtien et on le nomme aéroport Hugo Chavez. Donc, vous prenez l'avion, on vous dit que vous atterrivez à Hugo Chavez. Il n'a pas fait sens. On comprend que Venezuela n'a pas atterri, alors que tu as quantité de personnalités haïtiennes qui méritent cet honneur. C'est un honneur qui devait être réservé uniquement aux Haïtiens. On gagne Anténor Firmin, on gagne Capolamor, on gagne Henri Christophe, etc. Donc, c'est pour te donner un peu le contexte d'une certaine obsession d'Haïti envers le Venezuela. Ça qui dérange, c'est la position haïtienne elle-même. On doit se voir comme un pays qui a été un leader. Un leader, comme vous capable dans l'article que vous publiez à côté qu'en 1816, il y a deux grands pays qui étaient indépendants en Amérique, c'était Haïti et les États-Unis. Dans pour pays que tu veux reconnaître, non. Bolivar vient en Haïti, il voit Haïti indépendant, il a demandé de l'aide à Pétion, qui n'a pas hésité à donner aide militaire, financière, bateaux, manger, troupes, etc., pour aller confronter. Et il l'a fait plus d'une fois, à la condition que si Bolivar gagnait indépendance là, que la libérer esclave, qui est un geste extraordinaire. Donc, capable de vision et où indépendance te gagne. Donc, maintenant, l'on fait une place comme ça, et puis tu vois que Bolivar lui-même, lorsque le Venezuela est devenu indépendant, il n'est pas invité non, pour l'indépendance là. Il n'est pas normal. Il n'a pas devait prendre chance parce qu'il connaît que Haïti était on bête noire, un point noir. Il n'est pas invité. Ensuite, là, il a organisé la première réunion des États indépendants d'Amérique. Il a invité les États-Unis, il a invité les autres pays qui étaient devenus indépendants après, et puis Haïti a été invité. Et si je ne me trompe, dans les mémoires de Pétion, si je ne me trompe, c'est un bail qui était fait, Pétion mal en pile. Ce qui veut dire que maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Haïti, si vous regardez bien, c'est un pays, il faut dire démocratique, qui bien entendu, qui a une démocratie fragile, mais qui réussit à organiser l'élection indépendante, libre, même si on dit que une petite portion, toute petite population qui votait, mais elle votait. Donc, le président qui est au pouvoir aujourd'hui et le Parlement, c'est un Parlement élu, c'est un gouvernement élu. Donc, c'est, je pense, de mauvais goût que on a appuyé un gouvernement qui est dirigé par un président d'ailleurs qui héritait le pouvoir de Hugo Chavez, qui est un dictateur pratiquement. Il est un libérateur, etc., avec des programmes socialistes. Il ne faut pas me confondre, parce que moi-même, je considère tête-moi, je suis un capitaliste, mais avec une âme socialiste. Donc, si vous considérez un système capitaliste pur, on a une série de groupes qui sont vulnérables,
qui pourra souffrir. Donc, obligé de faire des corrections, obligé de protéger les faibles, les pauvres, les femmes, etc., etc. Donc, c'est pour ça que moi-même considérer tête moi, bon socialiste, même son capitaliste avec une âme sociale. Tu vois? Responsabilité sociale. Donc, lorsque tu prends un pays comme le Venezuela, qui est un pays, au fait, très riche, qui pourrait jouer un rôle important, catalyseur en Amérique, le problème qui gagne, c'est que ils collé sous pouvoir, Kembe pouvoir, Hugo Chavez, 11 ans au pouvoir, c'est pas normal. Maintenant, Maduro, qui était son vice-président qui hérite, qui fait des élections, toute qualité problème. Maintenant, il a des prisonniers politiques chez lui. Et une élection qui était faite, il n'a pas accepté les résultats. La Constitution permet de faire un recall de l'élection pour faire l'élection anticipée. Monsieur annulé. Ce qui veut dire que maintenant, Haïti, alors OEA, alors c'est là que vient l'OEA. Moi-même, c'est pas appuyer position OEA, non? Mais l'organe de OEA a demandé faire élection anticipée. C'est très bien. Pour qui ça? Parce que Maduro refusait tout dialogue avec la communauté internationale, avec l'opposition. Donc, il m'a dit faire élection pour débloquer la crise là, parce que le peuple a souffert. J'ai refusé de faire. Donc, on y a d'où le vote. Maintenant, c'est un vote, nous d'accord, qui n'est pas facile, parce que qui ça demande aux sanctions. Alors que nous connaissons très bien où est-il d'accord avec nous. Et analogie, ça, on dit drôle, c'est que l'on regarde les principes démocratiques, là, on a liberté. Mais l'on a un dictateur au pouvoir, c'est pas sanction qui libère le peuple. C'est pas la force. Nous connaissons ça. Nous-mêmes, en Barabago, c'est pas sanction. La sanction nous a affaiblis. Qui ça qui fait que nous venons sortir en bas de dictature militaire là? C'est parce que nous venons à force pour forcer, comme je dis, que nous fait couper fait. Donc, nous avons un presseur qui là, obligé de force, et tu as quantité d'autres pays en Amérique, tu as d'autres pays en Amérique latine, en Afrique, qui la même chose. Des gens qui ont pouvoir pendant des années, nous regardons la Corée du Nord, c'est grand-père qui est président à vie, petit président à vie, petit président à vie. Tu regardes la Syrie, la même chose. C'est le grand-père qui était président, ensuite, un coup d'État. Ensuite, son père, ensuite, ils ne veulent pas libérer la population, mais c'est pas possible. Donc selon même Haïti font mauvais choix, Éric Gaillard, parce que l'ambassadeur a dit clairement que même assimilé ça aurait voulu faire en sorte de coup d'État déguisé contre le gouvernement vénézuélien. Donc c'est la position haïtienne qui soutenu entièrement le gouvernement de Nicolas Maduro. Mais on pas foutu soutenu inconditionnellement le gouvernement Maduro. C'est impossible pour qu'il soit soutenu. Parce que qui ça? Parce que il était prêt au COB. Mais son dette liée. Haïti a une dette. Et nous-mêmes, nous pas même besoin de rentrer dans la discussion, ça, parce que ce sont l'autre bagaille. Mais si vous regardez au moins qui ça, comme ça, qui ça que tu fait avec? Qui pérennité que nous gagnons? Des milliards de dollars qui ont été donnés à Haïti, ok? Sur une dette de Petro-Caribé, côté qu'on y a, nous pouvons même commencer à rembourser, ou bien si nous rembourser, c'est petit, n'a pas remboursé. Ce qui veut dire qu'on a hypothéqué les générations futures. Donc, on y a, est-ce que c'est peut-être ça que vous pensez que Venezuela pourra continuer à supporter, alors que qu'on y a Venezuela pas même quoi encore, ou une dette, on va pour nourrir dette là, mais tu n'as pas une dette politique envers le Venezuela. Tu as une dette économique, tu as une dette financière envers le Venezuela, mais pas de dette politique envers la présidence qui est là aujourd'hui. Et puis, pas oublier, toute la prière gagne, amen. Maduro, éventuellement, ou bien la baille pouvoir, la pression populaire, ou bien la tomber. Peut-être la tomber en bas coup d'État. Prochain gouvernement qui prend le monter, qui probablement prend l'opposition, le gouvernement opposition, comment il prend regarder nous là vis-à-vis dette financière que nous gagnons envers le Venezuela? Il va dire rembourser tout comme là. Il n'a pas oublié qu'on était appuyé au gouvernement oppressif, ce qui veut dire au fait on a joué la carte du perdant, on a joué la carte de l'oppresseur. Au lieu de jouer la carte de Haïti, doit se présenter comme un champion de la liberté des peuples, comme un champion, le défenseur de la démocratie, parce que nous, on l'a été, on a souffert sous ça. Aujourd'hui, Haïti, il y a des gens qui disent, oh, pays a été plus bon en bas du vallée, ce n'est pas vrai. Ou t'es noté nos coquilles d'œufs, ou t'es pensé que tout bas était bien, mais tout l'appareil gouvernemental était là
pour oppresser le peuple et puis pour garder le pouvoir. C'était ça uniquement. Et vous avez l'impression que même là où la vie est belle, mais ce n'est pas vrai. On regarde les résultats aujourd'hui. Alors, selon le gouvernement, il n'y a pas de choix quand même que supporter Venezuela parce qu'il y a une sorte de dette envers Chavez, tout ce que Chavez a fait pour Haïti. Donc, il faut que soutenir Venezuela. Donc, selon même son position qui est faussée, son jugement qui est faussé. Oui, son jugement qui est faussé parce que, d'ailleurs, c'est pas c'est Churchill qui dit ça. Il dit, amitié pas exister en politique. Ce sont les intérêts qui comptent. Ce qui veut dire que, qui ça, ou pensez que vous pas de choix. Bon, maintenant, moi pas dit pour te voter pour sanction. Pas dit ça. Pas dit gens pour gouvernement, gens Haïti et pour voter. Il décide de voter pour, c'est très bien, mais on pas qu'à voter inconditionnellement. Faut qu'on mette Maduro en place lui. Pour dire Maduro, voter pour, mais organiser l'élection. Ou des prisonniers politiques. Libérer eux. C'est-à-dire quand ils sont pinga cobaye, ça veut dire prochaine fois ils viennent sous vote, nous pas appuyer parce que faut qu'on fait élection. Nous pas qu'à nous-mêmes souffrir dans période côté nous pas de gagner élection et au compte ça, un pile gouvernement passé chaque fois pour faire élection, il y a pour retarder faire élection. Alors m'a fait une petite parenthèse avec récemment moi j'étais dans une partie et puis par hasard c'est la première fois que je l'ai rencontré, c'était René Préval qui était assis à mes côtés et puis il me dit président comment est la situation et puis monsieur dit moi chez moi mon grand bagage capable d'eau c'est que j'ai toujours mis le pouvoir à mes successeurs. Martelly moi prend écharpe présidentielle là moi mettre li à Martelly et puis m'ba j'aime saisir comme ça moi même Martelly c'est à parlement li moi mettre écharpe présidentielle là. Donc on sait bien que l'importance des élections, l'obligation de l'État d'organiser des élections démocratiques et libres. Faut qu'on ait une succession. On n'est pas capable tout le temps, c'est même moun qui est au pouvoir. Tu dois avoir un changement, tu dois avoir de nouvelles idées. Tu comprends ce qui veut dire que maintenant, il prend un choix, voter pour Maduro. Contre les sanctions, c'est très bien. Je ne pas dire voter pour sanctions parce que nous-mêmes nous souffrons par sanctions. Et nous connaissons très bien que ce n'est pas sanctions qui a libéré et qui a fait Maduro aller. C'est force militaire qui a fait M. aller ou bien la rue qui a fait l'aller. Donc, si on a une décision, une position difficile, et puis en plus de ça, on va faire la leçon à l'OEA. Pourquoi? Pour une position indépendante et neutre, expliquer, mais mettez dictateur en place. Alors, dans cet article, vous avez effectivement fait référence à Carlos Andrés Pérez, lorsqu'il y avait des problèmes démocratiques en Haïti, qui avait justement appuyé les sanctions qui nous ont donné l'embargo contre Haïti. En effet, Carlos Andrés Pérez, lorsqu'il avait donné son vote, il représentait le Venezuela pour les autres pays de l'Amérique latine, les 15 membres, 15 sur 0, ont tous voté pour l'embargo contre Haïti, un pays qui était pauvre. Et nous avons souffert de ça. Ce qui veut dire que le Venezuela n'a pas hésité non plus, alors que le Venezuela avait une dette financière et une dette politique envers Haïti. Parce que leur indépendance, la création de la Grande Colombie a été faite à partir de l'aide financière humaine d'Haïti. D'ailleurs, comme ça, c'est 5 pays que c'est le Pérou, Équateur, etc. Tout dans le drapeau, il y a bleu et rouge. C'est la base de leur drapeau. Donc, maintenant, l'arrivée là, et puis en plus de ça, on va faire la leçon à OEA, qui est de mauvais goût. Et puis pourquoi un ambassadeur, dans mon opinion, dans mon opinion, premièrement, il a mélangé deux sujets. Il vient parler de la langue française, etc. Et en même temps, il a parlé de vote là, a fait la leçon à OEA. Il y a des gens qui disent oui, que la position que si tu fais ça, on prend la même position avec les États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a rien à voir. Nous-mêmes, nous sommes un pays indépendant. On est là, on doit regarder les faits. Un président, aujourd'hui dans le monde ou dans l'Amérique, qui a des prisonniers politiques, un président qui refuse de faire des élections, tu ne peux pas supporter un tel gouvernement. Ce n'est pas acceptable. Donc, pour moi, c'était un mauvais choix d'appuyer le gouvernement Maduro.
Donc à part la question vénézuélienne, il y a aussi la position exprimée par les États-Unis qui souhaitent que des sanctions soient appliquées et qu'on organise des élections au Venezuela. Il y a le sénateur américain Marco Rubio qui a lancé pratiquement une mise en garde à Haïti sur la question vénézuélienne. Et est-ce que vous croyez que Haïti doit être tenu compte de ça? Bon, t'aimes dire, d'ailleurs, moi, je dis tout à l'heure, ce sont les intérêts qui comptent. Les États-Unis ont un intérêt par eux. Le Venezuela a beaucoup de pétrole, etc., etc. Donc, il y a un intérêt par eux. Il y a besoin de mettre des sanctions pour forcer la main au Venezuela. Et ça, c'est qu'en Amérique, où il y a des pays comme Haïti, République dominicaine, parce qui font sorte de corps ensemble et puis ils ont bloqué le vote là. Donc, ils ont positionné et ils ont dit, voilà, que ils ont bon, quand ils ont pinga, ils ont obligé de voter. Mais, ils ont même ces positions, ils n'ont pas obligé pour une position similaire avec eux. Donc, moi-même, c'est pour ça que je ne pas garder ça du point de vue que l'Amérique a dit ça, ou Rubio a dit ça. On est quand même dans une Amérique libre. Ce qui veut dire que chaque pays a son point de vue. Mais, principe républicain, le principe de la démocratie, ça, pas défendable. Ça veut dire, où son dictateur, faut qu'on descende. Ou violer les droits moun, faut qu'on descende. Ou il y a élection pour faire, ou pas faire élection, faut qu'on baille pouvoir. Obligé baille pouvoir. Donc selon même Éric Gaillard, il faut qu'Haïti arrive à transcender question Chavez, question sorte de dette morale que nous gagnons envers le président Hugo Chavez qui était soutenu Haïti dans les moments difficiles. Je ne pense pas que nous avons une dette morale envers le Venezuela. Nous avons une dette financière envers le Venezuela. Bon, le Venezuela a donné un support financier. Bon, on a fois qu'on a regardé combien il fait cadeau à Haïti. Et même s'il fait cadeau à Haïti, bon, ça c'est choix. On va pas faire cadeau au monde, on va pas dire faire cadeau moi dans l'autre main. On va prendre sinon c'est pas un cadeau, son cadeau conditionnel lié, son poison cahier. Tu vois ce qui veut dire que maintenant on a une dette, c'est la réalité. Et c'est une dette que le prochain gouvernement peut dire bon, t'as fini ou t'as appuyé Maduro, oui mais moi comme moi, qu'on aime pas prendre comme ça pour nous rembourser. Tu vois, et ça c'est la réalité. Donc faut qu'on garde tête frette. On va prendre et puis j'aime nous toute la prière qui amène. Aujourd'hui, ton allié d'aujourd'hui est ton ennemi de demain. Ton ennemi d'aujourd'hui est ton allié de demain. Ce qui veut dire que puis devant et ou après, pendant Jovenel président, ou bien pendant Trump président, Maduro probablement pralé, il pas qu'un pouvoir. Donc tu auras des changements dans le monde, c'est normal. C'est normal. Donc Haïti maintenant devra faire face à cette réalité et faire face à une opposition. Au moment qui a dit ou t'es appuyé un gouvernement qui sont oppresseurs et il faut le reconnaître. On y garde images dans la télévision, on garde images où il n'importe qui article ou après que Maduro il n'est pas un démocrate. Donc selon même, il faut que Haïti a révisé position concernant la question vénézuélienne, Éric Gaillard. Absolument, bien entendu le risque est grand, mais pas de prendre un risque. En 1816 pour nous appuyer, le risque était énorme parce que nous devons appuyer Venezuela. L'Espagne doit venir attaquer nous. Soit une déclaration de guerre que nous avons fait. En plus de ça, les États-Unis, c'est un esclavage aux États-Unis tout. Pour nous même petit pays comme Haïti, qui vient indépendant, n'a appuyé un pays de la Grande Colombie, Bolivar, pour dire monsieur, ou t'as mis en guerre avec eux, n'a pas supporté, mais on va libérer les esclaves. Donc on peut dire que nous sommes des champions, de la liberté des peuples de l'Amérique. Nous sommes des champions du système républicain, de la liberté. Ce qui veut dire que lorsqu'on comprend objectif noble ça, et que où il veut aujourd'hui, après toute année de dictature ça que nous avons souffert, nous-mêmes Haïti, nous n'avons pas le droit de retourner dans la dictature encore. C'est fini. Nous n'avons pas qu'à appuyer un gouvernement de dictature, ou pas qu'à appuyer un gouvernement qui n'a pas fait élection. Et je ne parle pas de Venezuela seulement. Du moment où un pays dans la dictature pas fait élection, il faut qu'on revise les positions. Parce que tu dois montrer au monde. Tu sais, les démocraties ne vont pas en guerre l'une contre l'autre. Tu vois, ce qui veut dire que du moment que tu es élu, d'ailleurs, capable, même au niveau ici, là, ou après que dans certaines communes, tu vas voir le comportement des maires élus est très différent des maires qui sont nommés. Parce que là, ils sont nommés, qui est devant ce qu'on gagne envers la population. Mais lorsque tu es élu,
récompense là, c'est que dans la prochaine élection, il y a voté pour moi encore. Et c'est pas pouvoir, c'est pas bon Dieu que baoul. On va confier au pouvoir. Ce qui veut dire qu'il y a une responsabilité envers la population qui a voté pour toi. Donc, si tu vois le Venezuela, je ne sais pas j'ai combien d'années Maduro est au pouvoir, mais s'il a 6 ans, peut-être qu'il a plus que ça. Ça fait 20 ans Mounio au pouvoir, a tout fait le Venezuela. Un pays riche comme ça, riche en pétrole. Qui est devenu très pauvre quand même. Et qui est devenu très pauvre, justement à cause de la mauvaise gestion. Tu vois, de la subvention, etc. Gaspillage d'argent. Tu vois, donc moi-même, je vis en Amérique, je ne suis pas capable de supporter une position pareille. C'est pour ça que je pense que Haïti a fait le mauvais choix. Je ne dis pas forcément le mauvais choix du vote, parce que le vote là sont l'autre bagaille. On peut voter pour, on peut voter contre. Donc, il y a même une doit dire, bon, on a voté contre sanction. Mais, là, on fait ça, il faut écouter pour une position claire. Pour dire voter contre sanction, même pas d'accord avec que des prisonniers politiques et au Venezuela, pas d'accord que n'ont pas fait élection. Donc Maduro prend responsabilité de faire élection. Qu'on y a qui risque de gagner que M. Abdouli pas niveau pétrole. Bon, ça a son risque. Tu comprends? Mais quand même, tu ne peux pas te vendre, c'est pas parce qu'on te donne le pétrole à bon marché que tu vas vendre ton âme. Tu vois, et que tu vas accepter que les gouvernements peuvent oppresser les populations, que mon pas manger pour manger, que si mon a souffrir, etc., etc. Ce n'est pas normal. Eric Gaillard, regardez les réseaux sociaux dit que Haïti pas de cas montrer ingrat vis-à-vis du gouvernement vénézuélien. Donc pour même, ça tient pas la route. Mon cher, c'est pas question de ingrat du tout. Ça veut dire que nous comme c'est un on fait partie, si moi c'est Mdado, on fait partie du même quartier, de la même Amérique. On doit pouvoir avancer. Au niveau vision globale, pour moi-même, nous avons supposé une Amérique. Tu vois, c'est pas normal que Haïti soit un pays pauvre comme ça. Dans une Amérique riche, tu as des pays extrêmement riches. On est près des États-Unis, près du Brésil. Le Mexique est un pays très riche. Tu vois, donc nous-mêmes, on doit pouvoir sortir de ce cercle vicieux, okay, de pauvreté. Et pour sortir, il y a des responsabilités que nous devons prendre. Ça veut dire qu'on doit prendre la route de la démocratie. On doit prendre la route où on n'appuie pas les gouvernements dictateurs. Lorsque tu prends cette route, à ce moment, tu vas voir que tu te places en champion. Tu te mets en égal avec les autres pays. Tu vois, tu ne te mets pas comme si on suivre un mouvement. Pour moi, même, c'est pas important qu'on prenne position, même position avec Rubio, même position avec République Dominicaine. Non, pas du tout. On va prendre une position pas comme champion de la démocratie, on marcher pour faire pays ça avancer. Tu vois, à travers le dialogue, etc., etc. À ce moment, c'est un exemple que tu donnes aussi à la population haïtienne, aux jeunes qui montent, quand on parle pour Yokawe, que Haïti sortit de cercle, ça, que nous pas de dictature encore. Dis tout. Alors pour terminer, Gaïa, est-ce que vous pensez que Haïti quand même doit prendre très au sérieux la déclaration que Marco Rubio, sénateur américain, qui dit que bon voilà, tout le monde connaît que le gouvernement Trump voulait couper assistance internationale. Donc est-ce que vous croyez que Haïti pas doit jouer avec ça parce que quand même l'aide américaine est importante pour Haïti? L'aide américaine est importante pour Haïti. Ce qui se passe, c'est que sous son G3, le monsieur a fait campagne. Il était descendu dans l'île d'Haïti, il était parlé avec Mounio, il était dit que Haïti dans quel on bat comme ça, que l'absence est Haïti. Il veut être le champion des Haïtiens. Il veut être le champion des Haïtiens, exactement. Ce qui veut dire que n'a pas monsieur Omo pour nous que parce que n'oublie pas, Rubio est sénateur de la Floride, il peut dire ce qu'il veut, il a sa position, mais ça c'est pas, il ne reflète pas forcément l'opinion du gouvernement de l'administration Trump. Tu vois, mais si l'administration Trump veut les sanctions à ce moment où on dialogue avec l'administration parce qu'ils ont give and take. C'est ça la diplomatie. Tu vois, la diplomatie c'est le dialogue. Tu vois, parce que ce qui veut dire que pour moi, c'est pas parce qu'ils prennent position ça que on va payer les conséquences à travers l'Amérique. Je ne pense pas. C'est pour ça moi-même moi d'où pas garder position haïtienne, pas garder qui ça l'Amérique dit. L'Amérique fait vote, il demande de nous voter contre, nous-mêmes nous voter pour ou contre. Quelle que soit la position que nous votons. Mais nous-mêmes, nous sommes une république, nous sommes une démocratie. On doit appliquer les principes républicains, les principes de démocratie pour assurer nous que quand on veut supporter un gouvernement qui va faire élection, qui gagne et prisonnier politique. Ça veut dire
qui image ça a représenté. Donc ça veut dire que nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, moi-même en tant qu'Haïtien, ça inquiète. Parce que ça veut dire que tu as un risque que nous venions prisonniers politiques en Haïti, tout. Tu as un risque que tu as gagné, comment on a dit ça, il n'y a pas fait élection. Donc risque ça, même si on a supporté un gouvernement étranger en Amérique qui a fait ça, qui ça qui pas dit que dans 3 ans on va essayer de faire même bagaille, qu'on doit essayer de changer bagaille. Mais faut qu'on ait une image claire et comment on dit ça, renforcer que il y a des principes que ou pas violer. Particulièrement le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement élu par le peuple démocratiquement, élection libre. Ces élections, pour moi-même, il y a plus de valeur parce que nous faisons avec les fonds haïtiens. D'ailleurs, nous ne pas jamais faire élection encore avec les fonds étrangers. Ce qui veut dire que le gouvernement qui est là a une responsabilité envers le peuple haïtien. On est capable sur 129 communes pour gagner. En Haïti, il y a 121 communes côté Jovenel est sorti premier. C'est un exploit. Ce qui veut dire que le peuple haïtien est après lui. Donc maintenant, il a des réformes, il a des changements à faire pour mettre Haïti sur la voie du développement. Merci beaucoup Éric Gaillard d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir, Rothschild. C'est donc la fin de l'émission Enjeu, la rediffusion. Donc ça sera à 4h, à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.